analyser l'intelligence de l'agir. Et puis après, les deux autres questions, c'est plus des choses que je les ai abordées plus sur un plan technique. Je ne sais pas si on aura le temps d'y aller. D'abord, je vais présenter un peu qui je suis, puisque je vous disais, je suis ému de contacter ce réseau. Alors peut-être que vous sachiez un peu pourquoi. Faire une espèce de bioscopie ultra rapide, quand même, pour pas trop vous embêter. Mais donc, moi, je commençais par être un décrocheur. Alors, je sais plus entre le Québec et la France, maintenant, je me perds dans les mots. Non, c'est un bon terme, un décrocheur. On dit ça aussi en France. Donc, je n'ai pas fini mon secondaire. Mon premier métier, ça a été clochard céleste, puisque je lisais Kerouac. Donc un clochard fortement inspiré de zen. Je suis allé rencontrer Krishnamurti dans les séminaires qu'il faisait en Suisse. Donc voilà. Je suis allé plutôt me former dans d'autres cultures. Je suis allé vivre avec des Indiens en Amérique du Nord, des choses comme ça. En tout cas, de 15 à 20 ans. Bon, ça a quand même duré 5 ans. D'une désocialisation assez inquiétante pour ma maman, je pense. Et après, j'ai eu la chance, je vais vous faire ça vite, mais bon, j'ai été embauché comme animateur de rue dans un quartier de grande délinquance à Tours, tout simplement parce que je venais d'un quartier, parce que sur mon CV, mini-CV de l'époque, il était écrit mon adresse de Villeurbanne, et que mes anciens amis de Villeurbanne, à l'époque, avaient la bonne idée de faire des rodéos et de brûler des BMW. Ça passait au journal de 20 heures, ça avait impressionné l'adjoint au maire. Je me suis trouvé animateur de rue dans le quartier où personne ne voulait aller. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les mouvements d'éducation populaire. Voilà. Bon, très vite dit. Et pour la première fois, j'entendais parler, qui m'ont fait vivre le mouvement de la recherche-action, c'est-à-dire réfléchir sur ma pratique, en gros, etc. Et puis, l'animateur de l'époque, le formateur régional, qui a été un de mes premiers mentors, parlait de Rogers, d'Emmanuel Mounier, de Piaget, de Vallon. Je me suis dit, et pas juste des mots, mais il parlait de prise de conscience, de choses comme ça. Puis moi, c'était ce que j'avais vécu dans les dialogues avec Krishnamurti, la question de la prise de conscience, de devenir lucide. C'était la première fois de ma vie que je rencontrais dans ma culture des gens qui parlaient de quelque chose qui m'intéressait pour vrai, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ici. On n'est pas juste là pour travailler et consommer, quoi. Alors là, ça m'a passionné. Ces gens-là, alors j'ai un coup de chance énorme. J'étais à Tours, ça je ne savais pas. Ils m'ont dit, il y a un DUEPS. Et je me suis retrouvé avec Gaston Pinault, Georges Lerbet, etc. Donc j'ai fait mon DUEPS en 86 à Tours, 86-90, qui a donné... Et puis j'ai réfléchi sur la question qui me semblait... Enfin, le mot qui m'a accroché, c'était auto-formation. J'ai dit, ça résume à peu près toutes mes questions. Et ça a donné... quand ça a été fini, Gaston m'a dit, envoie-le à Chronique Sociale. Donc ça a été auto-formation et fonction de formateur. Peut-être que certains l'ont vu, en 91. Et on a créé le groupe de recherche sur l'auto-formation avec... Philippe Carré, Bernadette Courtois, enfin tout un tas de gens. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai vraiment pris le virus de la recherche très fort. Donc j'ai fait ensuite une thèse où j'ai plus creusé la question de l'auto-formation avec les blasons, enfin en utilisant un outil de Peretti. Mais ce qui m'intéressait, c'est au-delà de l'outil, c'était la question du sens herméneutique, c'est-à-dire notre imaginaire. J'avais cette perception intense que l'auto-formation, c'est pas juste acquérir des savoirs, c'est pas juste acquérir des savoir-faire, mais c'est répondre à des questions existentielles bien plus profondes. Et donc, c'est ça qui m'intéressait. Et la meilleure manière que j'avais trouvé d'aborder ça, c'était sous forme symbolique. Je continue à penser que la dimension symbolique est une entrée majeure dans l'existentiel. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, ce qui m'a amené... Et c'est là que Desroches a été important. Du coup, là, je ne pars pas du tout dans ce que j'avais prévu. Parce que quand le premier... Même mon DUEPS est sorti, Desroches m'a invité à Villejuif. Là, il y a un groupe, c'était des maisons familiales. Non, les maisons d'information sur la formation, je pense, un groupe qui faisait un DUEPS avec lui.
Et il m'a dit, bah, vas-y, fais ton atelier blason. Donc je me suis retrouvé à faire un atelier blason avec Desroches. Et puis il ne m'avait pas prévenu, il avait invité 2 Peretti. Donc j'avais 2 Peretti et Desroches de chaque côté. C'était assez... Et puis là, pendant 2 ans, il n'a pas arrêté j'ai pas arrêté. C'était les 2 dernières années. Là, j'ai assisté à beaucoup de rencontres. Mais surtout, quand il a vu l'atelier de blason, il a écrit un article qui s'appelle « Les personnes dans la personne » à partir d'Empateba. Et moi, il m'a fait comprendre ce que je venais de faire. Quoi, parce que, enfin, il m'a fait comprendre. J'ai compris en lisant son article que le blason, c'est comme l'histoire de vie. Hein, c'est pas juste une technique. C'est un processus anthropologique, d'anthropoformation. Autrement dit, les êtres humains, depuis le début des temps, ils se forment en racontant leur vie, mais ils se forment aussi en entrant en résonance avec des images, avec des symboles, avec des formes. Voilà. Donc ça a été ma thèse sur l'anthropologie du blason et de l'autoformation. Ensuite, j'ai travaillé, donc, fin des années 90, à Tours, comme maître de conférences associé. J'étais consultant en recherche-action. Et le reste du temps à Tours, donc accompagné des DUEPS, dont un avec les réseaux d'échange réciproque de savoir. Là, je me suis mis, je dis juste aussi pour... j'ai été conseiller méthodologique sur la recherche-action avec ATD Carmonde, le croisement des savoirs. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler, qui a été vraiment une des recherches-actions les plus importantes de ma vie. C'est un énorme truc de 2 ans avec 10 séminaires de 3 jours, des équipes, enfin, et qui voulait croiser le savoir des gens qui avaient l'expérience de la grande pauvreté, le savoir d'expérience et le savoir d'une quinzaine d'universitaires, donc transdisciplinaires, psychologie, droit, etc. Et donc comment permettre à ces gens réellement d'être co-auteurs, parce qu'ils étaient co-auteurs avec tous le même droit de veto sur tous les procès, toutes les questions de recherche, les méthodes de recherche, les analyses, etc. Enfin bon, un truc de fou. Ça aussi, on pourra en reparler, mais il y a tellement de choses que j'aimerais. Et voilà, avec tout ça, il s'est trouvé qu'en 2001, à l'université du Québec, à Rimouski, Rimouski, c'est presque la Gaspésie, c'est l'embouchure. Le fleuve fait 55 km de large. On l'appelle la mer parce qu'il y a des marées, il y a des baleines. Voilà, c'est là-bas que je vis. C'est une petite ville de 38 000 habitants. Il y a une université. Nadine est venue, donc je vous invite à venir. C'est très sympathique. Et l'équipe là-bas, c'est une équipe de psychosociologie. Bon, c'est ça. Mais c'est eux qui ont lancé le réseau québécois pour la pratique des histoires de vie. Donc, Desroches était passé là-bas. Enfin, vous voyez, le monde est petit. Hein, on va voir. Il y avait le croisement de Gaston Pinault, tout ça. Et ils avaient créé, voilà, en 2001, ils ont créé une maîtrise en études des pratiques psychosociales. Ouais, ça, c'est l'avantage du Canada. On peut créer une maîtrise. On n'est pas obligé de faire un diplôme universitaire. On crée une maîtrise. Et voilà. Donc, nous avons une maîtrise que ici on appelle un master. Ça fait beaucoup rire les Québécois. Donc une maîtrise, c'est-à-dire qui donne l'accès au doctorat. Et donc avec essentiellement les mêmes personnes qu'on a dans les DUEPS à Tours ou ailleurs, c'est-à-dire des gens, des formateurs, des consultants, toutes sortes de gens, des massothérapeutes, toutes sortes de gens qui travaillent avec du monde, on va dire, des coachs, des entraîneurs sportifs, on a eu, enfin, je peux en citer plein. Et qui viennent réfléchir sur leur pratique. Donc des gens, comme on a dit, qui sont souvent pas un parcours académique important, mais qui ont par contre des créativités sociales énormes. Enfin, c'est la même chose que chez Desroches. Ce genre de diplôme, ça attire des gens qui sont des marginaux créateurs. Alors, ouais, hein, on se retrouve, ça vous fait rire. Mais c'est vraiment plaisant. C'est sûr que ça, c'est une des grandes chances de travailler dans ce genre de dispositif. Donc, depuis 2001, je suis prof là-bas. Et donc, on en est à notre 16e promotion. Plusieurs qui ont fait des doctorats, etc. On pourra en reparler. Voilà. Et depuis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Mais peut-être je continue. Finalement, je ne vais pas faire dérouler mon affaire.
ce qui s'est passé ce que je peux dire aussi, puisque j'ai commencé sur... moi, je travaillais avec Gaston Pinault, donc la question des histoires de vie. Et puis, moi, mais j'avais peut-être une réticence avec l'aspect narratif et chronologique. Pas une réticence, mais disons, je me sens peut-être à cause des Indiens et du Zen, j'étais plus dans l'instant que dans le chronos. Et ça m'a amené peut-être à être attentif au fait que quand j'animais des ateliers ce que j'appelais des ateliers de Blason, où on explorait le sens de l'auto-formation, j'ai été assez vite sensible au fait que derrière les images, quand les gens commentaient leurs images, ils faisaient référence à des moments très particuliers. Donc au début, j'ai au début, 99, j'ai commencé à parler d'expériences fondatrices dans le programme avec ATD Carmonde, justement. J'ai commencé à utiliser ça un peu plus systématiquement. Et pour explorer ces moments décisifs, ces expériences fondatrices qui étaient à l'origine de leur conception, de leur symbolique, de l'auto-formation ou de leur formation. Pour explorer ces moments, j'ai découvert l'entretien d'explicitation de Pierre Vermersch. Comme moi, je ne peux pas faire des entretiens puisque je travaille toujours avec des groupes, et j'ai inventé, je ne savais pas que ça s'appelait, maintenant je sais que Pierre appelle ça de l'auto-explicitation. Moi, j'ai inventé un truc qui s'appelait l'atelier d'écriture des Kairos. J'ai pris les consignes de l'entretien d'explicitation pour faire vite, c'est-à-dire l'appel d'une mémoire sensorimotrice, etc., pour susciter des micro-récits qu'on pouvait travailler en groupe. Voilà. Donc depuis 15 ans, je suis très mobilisé sur cette question des kairos. Quels sont les moments clés, les moments décisifs de notre formation, notre auto-formation. Je ne sais pas du tout où j'en suis dans le temps. Bon, je vais y aller quand même, ça va m'aider quand même, mais je n'ai pas fait ça complètement pour rien. Ah oui, mais j'appuie pas sur le bon truc, voilà. Bon, est-ce que j'avance? Est-ce que... Je suis désolé, j'ai là... C'est très bien comme ça, Pascal, il n'y a pas de problème. Non, ça n'avance pas. Tu voulais définir l'auto-éco-formation déjà au départ et nous parler de la maïeutique. C'est bon, je vais y arriver, ça y est, c'est bon. Ça y est. Ok. Ouais, déjà, pour moi, recherche-action en études... J'ai mis des titres là comme ça, mais recherche-action en études des pratiques, des roches. Gaston parlait de recherche-formation en histoire de vie. Il y a deux Peretti, groupe de... recherche-action existentielle, René qui n'est pas là aujourd'hui, dommage, parce que vraiment, le petit livre de René Barbier, si vous ne l'avez pas lu, Recherche-action, avec son passage sur la recherche existentielle, c'est un bijou. Et puis, la praxéologie avec Bernard Honoré, Alexandre Letellier, bon. Tout ça, c'est un peu ça mes sources là, qui ont abouti à cet atelier d'exploration des kairos d'auto-formation existentielle. Alors, on l'a dit tout à l'heure, peut-être je fais des répétitions, je ne sais pas trop, j'espère que ce n'est pas complètement inutile. Pour moi, la recherche-action réflexive, je dis réflexive, en étude des pratiques, c'est une formation par la recherche sur l'action. Parce qu'on recherche-action, recherche-formation, formation par la recherche sur l'action. C'est donc une formation par production de savoir qui est pilotée, organisée par la réflexivité du sujet, sur son expérience, puis même, je ne suis même pas sûr que c'est sur son expérience, c'est sur les kairos de l'expérience, c'est-à-dire sur ce que Holton appelait les thémata. C'est-à-dire si on est tous des chercheurs, comme on est tous des artistes en puissance, on a des thémata, il y a quelque chose qui nous travaille. Et là, ce qui va me mettre à être très critique par rapport à certaines conceptions de l'auto-formation, je vais peut-être y venir un peu. Si on a... J'ai combien de temps encore? Donc, si on parle, pour répondre toujours à la première question, c'est quoi c'était quoi déjà la question? En quoi qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est ce changement de paradigme. Alors, j'étais au début dans les recherches sur l'auto-formation, on passait pour des hippies, d'ailleurs ce qui était pas faux pour moi, en tout cas, des hippies anarchistes. Maintenant, si vous parlez d'auto-formation, c'est marrant, 30 ans après, vous passez pour un ultra-libéral. Donc c'est très drôle comment les concepts dans le champ social
Il faut fallait se défendre d'être trop hippie, et là, maintenant, il faut se défendre. Bon. Mais ils n'ont pas tort, ceux qui font ces critiques, parce que c'est pas pour rien qu'elles sont là. Donc, cet accompagnement maïeutique de l'auto-éco-formation, pour moi, c'est vraiment un changement de paradigme. C'est pas juste auto-formation, c'est pas juste un gadget. Là, je fais vraiment, je m'appuie. Enfin, vraiment, c'est la pensée d'Edgar Morin pour ceux qui ont envie. La méthode, là, vraiment, c'est pas Edgar Morin, en fait. Il fait qu'une synthèse de plein de courants, mais il fait une synthèse géniale. Autrement dit, on passe du paradigme de l'éducation. À Tours, il y avait cette prétention à l'époque, c'était le département des sciences de l'éducation et de la formation. Mais ça n'a jamais vraiment voulu percer, le mot formation. Il reste soit à coller à formation professionnelle, réduit à... Donc moi, je me situe vraiment avec Bernard Honoré, avec plein de gens, dans une conception existentielle. On existe en formation. Bernard Honoré nous dit l'être humain existe en formation. C'est-à-dire quoi? C'est qu'à chaque instant, tous les matins, il faut refaire du sens avec tout ce qui change, nos corps qui vieillissent, nos amis qui meurent, nos nouveaux amours, nos bébés qui naissent, etc. Et puis les événements politiques et tout. Et cette mise en sens, elle n'est pas donnée, elle est perpétuelle, elle est permanente, donc tout au long de la vie, etc. Voilà. Et c'est pas d'auto-formation, donc c'est pas de la solo-formation, c'est pas se former seul, c'est pas CD-ROM d'auto-formation. Enfin, je comprends quand on dit, on peut utiliser le mot. Évidemment, il y a des CD-ROM d'auto-formation, ou maintenant c'est plus des CD-ROM, c'est autre chose, mais peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Ça veut dire qu'auto veut dire seul, et se former, ça veut dire apprendre un contenu. Mais si auto, on y inclut le moi, le soi, le je réflexif, ça devient un peu plus compliqué que simplement être seul. Rien que les rapports entre le moi et puis le je, le soi, c'est pas évident. À l'intérieur de soi, c'était des roches. Il y a beaucoup de monde. Il y a les personnes dans la personne, il y a du monde. Et puis si on prend formation comme se donner une forme, être en forme, se donner sa forme, alors là, oui, on entre c'est au niveau pratique, au niveau théorique, au niveau existentiel, au niveau symbolique, politique, tout ce que vous voulez. Il y en a des niveaux. Et le tout dans un auto-éco, donc auto-éco, socio, bio. Enfin, vous connaissez Morin et tous ses traits d'union, mais des fois il résume tout ça en disant c'est le principe auto, parce que évidemment l'autos, quand on le conçoit comme ça, c'est pas l'individu, c'est la boucle récursive qui digère sa boucle d'interdépendance ses boucles d'interdépendance avec les environnements sociaux, écologiques, etc. Donc on est dans des choses. Je pense dans une langue que j'ai reçue. Si j'étais né indien navarro, je penserais. J'aurais pas de verbe au passé ni au futur. Qu'est-ce que c'est que de penser sans avoir de passé et de futur? Bon, voilà. Alors, en petite phrase pour illustrer ce changement de paradigme, magnifique quand même, Desroches, c'est toujours bien de le citer. Le modèle didactique, c'est le modèle préprogrammé. Le modèle maïeutique, c'est le modèle autoprojeté. Lui parlait d'initiatique. Bon, ça, je viens de le dire. C'est pas de la solo-formation, c'est pas de l'égo-formation. Pour moi, c'est l'auto-formation, c'est la prise de conscience émancipatrice de ce qui m'a formé. Alors, ce qui m'a formé, évidemment, il y a le milieu social, tout ce que les sociologues nous ont montré, puis à juste titre, et puis les anthropologues, etc. Mais aussi le moi. Alors ça, c'est un peu plus complexe. C'est la dialectique du moi et du soi, sur laquelle j'ai pu travailler avec Jean Kelevitch. Cette question ou Ricoeur, entre le fait que le moi, disons, l'autos, c'est à la fois la recherche d'une certaine sécurité, on va dire ça simple, pour le corps et pour l'esprit, et donc une sécurité, c'est des identités. Moi, Pascal, voilà, j'aime le chocolat, je suis de gauche, etc. Enfin, tout ce qu'on peut, moi, mon, ma, mais
tous les mois mais ça nous donne une certaine illusion peut-être de sécurité, mais en tout cas une sécurité minimum. Mais ça, c'est du côté, disait Ricoeur, de la mêmeté, hein. C'est-à-dire ça maintient du même. Sauf que être soi-même, être authentiquement soi-même, c'est pas être le même qu'il y a 10 ans, peut-être même pas le même qu'hier, selon ce qui nous est arrivé dans la nuit. Alors là, c'est l'ordre de l'ipséité, donc le soi-même comme une émergence authentique, ce qui est une autre affaire. Et donc, vous voyez, ça ferait le moi, le soi, et puis le je, qui est une instance réflexive, qui, à mon avis, est justement le lieu de la recherche-action. Bon, je dis plein de choses trop vite. Bon, ça, vous verrez ça, puisque vous les aurez. Ça, c'est un peu des modèles, mais je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais essayer de reprendre des choses un peu plus terrain, là. Ça veut dire que quand les gens arrivent, comme moi, quand je suis arrivé dans mon DUEPS en 86, on commence par leur proposer un temps réflexif, quoi. Je veux dire, l'autobiographie raisonnée de Desroches, la bioscopie, l'histoire de vie, le journal de bord, mettez-en, il y a plein de manières de faire ça, mais il faut le faire. Et il faut le faire à partir de la thématique, de la question, même si elle est floue, ou les problèmes qui sont ceux qui sont portés. Alors ça, c'est très très important. Et c'est une boucle réflexive qui n'est pas juste une boucle de méditation. Elle a toujours un support de production. On fait un blason, on fait une histoire de vie, on fait un récit, on fait quelque chose qui va être mis en commun, qui va servir, on fait une bioscopie qui va servir... c'est-à-dire que là, on va avoir l'articulation de la recherche en première personne réflexive avec la deuxième personne, la troisième personne. J'ai encore un peu de temps, là. Tu as 5 minutes 5 minutes. Voilà, donc un deuxième temps de mise en dialogue des interprétations de l'expérience, de cette réflexivité. Et c'est pour ça qu'il faut un produit, qu'on fasse un blason, qu'on fasse, je me souviens, une bioscopie, ou je sais pas, quelque chose qui permet de voir, qui a à la fois la même forme, mais qui permet de voir les différences. Parce que le premier, ça c'est la coopérative de production de savoir. Le deuxième temps, c'est que ça se fait pas tout seul. Jamais vu personne faire de l'accompagnement d'auto-formation en individuel. En tout cas dans ceux que j'ai cités, là, dans ce courant de pensée. Parce que là, on est plus en seconde personne. C'est un groupe de pairs, hein, c'est le groupe de recherche-action, le groupe de formation, en l'occurrence à la maîtrise. C'est-à-dire qu'à chaque séance, chacun présente où il en est de sa recherche et les autres font du feedback. Et le groupe est un accompagnateur aussi important que les professeurs. Parce qu'il est construit, le groupe, avec des gens qui viennent de différents milieux, de différentes professions, de différents âges, de différents sexes, de différentes cultures. Et donc, c'est là que parce que la réflexivité, elle a des limites pour voir ses propres a priori. Et c'est dans le dialogue herméneutique là, que se révèlent plus les a priori. Alors, là, vous me suivez. Bon, décidément, je suis vraiment très nul là aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que vous me suivez, mais je me suis tout seul. Donc, j'en étais là, réfléchir à l'expérience personnelle, ouais. Si ça veut bien, continuer à avancer. Non, ça veut plus, là. Oh. Voilà, il en a fait trop. Voilà. Ensuite, mettre en dialogue les interprétations de l'expérience. Je vais fermer ça parce que je vais arrêter de faire des bêtises. Et puis, le tout, vous voyez, je me sers toujours de ce même schéma depuis tout à l'heure, là, une boucle réflexive avec une production, une petite flèche qui indique la production, qui ensuite est mis en « Ah, s'il te plaît ». Voilà, en dialogue. Et là, je l'ai remis en essayant de voir qu'est-ce qui se passe par rapport à ce que Desroches appelle la maïotique à 4 temps, parce que l'accompagnement maïotique, donc c'est l'accouchement, 4 temps, ou je ne sais pas si c'est des temps d'ailleurs, enfin, il y a 4 fonctions. C'est qu'en faisant ça, on accouche des 4 en même temps, pas en même temps, mais dialectiquement, dialogiquement. Faire une boucle réflexive sur son trajet, hein, pour y voir
les expériences. Alors moi, ma manière de traiter ça, il faut que je fasse vite, c'est justement d'y aller directement avec les kairos. Quels ont été les moments décisifs dans ta vie par rapport à cette question que tu portes, ou quand on était dans une recherche collective avec ATD Carmonde, qui était la lutte contre la pauvreté, quels ont été chacun, est-ce qu'on peut nommer, faire une espèce d'inventaire d'une dizaine de moments décisifs où vraiment on a pu faire le kairos, c'est le bon geste au bon moment, attraper l'instant décisif. Donc moi, ce trajet, je le travaille de plus en plus avec les kairos. On y reviendra peut-être s'il y a des questions. Mais donc ce trajet, on l'a dit tout à l'heure, vous le disiez, je pense très bien, l'expérience, elle n'est pas comme ça. Pourquoi ? Parce que ce trajet, quand on arrive dans la formation, c'est le savoir incorporé. C'est ce qu'on appelle le savoir tacite, le savoir pratique. Il est incorporé. Justement, il est tacite pour être efficace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il passe par les déductions, il faut qu'il passe par des transductions. Les idées nous viennent. Là, je parle. Il faut que les idées me viennent. Il ne faut pas que je trouve que j'ai le temps d'y réfléchir. Bon. Donc, ce trajet, il est incorporé. Donc, on l'accouche dans le récit ou dans la bioscopie, etc. Il faut l'accoucher, ce trajet. Mais on l'accouche par rapport à un projet. Parce qu'on a des envies de changement, de recherche, de transformation du réel. Ou un projet de recherche, ou un projet de recherche. Et sur l'axe vertical, bon, et puis alors là, c'est les grands axes de Desroches, l'axe horizontal de la mémoire et de l'imaginaire, sur le temps, et puis l'axe vertical de la conscience du sujet, c'est-à-dire on accouche d'un sujet qui pense, un sujet réflexif, dans un objet pensé, dans un objet qui, lui aussi... Et alors là, par rapport à tous, moi, je suis absolument terrifié par ce que je vois au Québec comme en France en termes de direction de recherche, qui reste absolument hypothético-déductif et linéaire, où on vous demande de construire une problématique, puis ensuite un code théorique, puis ensuite une méthodologie avant d'aller sur le terrain. Là, on fait tout en même temps. Nous, de toute façon, le terrain, il est déjà... Les gens qui arrivent, là, ils ont 15 ans de terrain dans le corps. Il faut tout accoucher en même temps. Donc, c'est quatre... C'est pour ça que les temps... C'est à 4 temps, mais plus comme une danse. C'est pas à 4 temps... Voilà, et on va sans arrêt, et on ne va pas plus loin sur un axe enfin, l'axe sur lequel il faut aller, voilà, ils sont concomitants. Plus on avance sur le trajet, plus on accouche du trajet, plus on accouche du projet, plus on accouche de l'objet, plus on accouche du sujet. Il faut aller vite. Le tout avec au centre quelque chose qui me fascine et qui reste, me semble-t-il, ça a été dit tout à l'heure, parce qu'on parlait des créativités, que Desroches disait magnifiquement avec la question du daimon. Au centre, il y a un génie. Au centre, il y a un esprit. Il y a quelque chose, il y a une intuition, il y a une heuristique, il y a quelque chose en nous qui... Alors, c'est pour ça que vous voyez, moi, les définitions de l'auto-formation comme projet... d'un moi qui se projetterait puis qui dirait moi je veux me former à ça. Oui, je dis pas que c'est pas de l'auto-formation, mais quand on travaille réellement avec les personnes, derrière ces projets, il y a des questions, il y a des intuitions qui sont beaucoup moins, où le moi est beaucoup moins sûr de lui, et tout l'enjeu est justement d'un moi qui doit se renouveler en écoutant un soi émergent. Voilà, je vais peut-être m'arrêter, non ? Comme tu veux, tu peux prendre... Ah oui, je vais finir un peu là-dessus, peut-être, parce qu'on en parlait aussi avec Nadine, puis c'est des questions. Parce que je l'avais terminé l'article sur Desroches dans la revue Éducation permanente. Là-dessus aussi, c'est que, il me semble, on parlait de l'actualité de Desroches. Moi, je vois deux actualités, enfin, deux axes. Un qui est que sur la transdisciplinarité, c'est-à-dire que... Enfin, le premier, c'est ce que je viens de dire, là, c'est l'accompagnement maïotique, ce renversement de paradigme. Puis là, il y a vraiment du boulot pour former les formateurs. Et je ne vois pas d'autre solution que de les former en faisant de la réflexion sur leur expérience. Et puis le deuxième axe, c'est ce que j'ouvrais avec le daimon là, et tout ça, c'est peut-être une autre conception du soi, une autre conception de la personne, ou en tout cas quelque
chose de beaucoup plus complexe. Et ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que donc à Québec, dans l'Université du Québec, là, on prône beaucoup les recherches en première personne. Hein. Et comme mes collègues viennent de la psychosociologie nord-américaine, ils sont même très, comment on va dire, radicaux. Oui, ils disent ça, première personne radicale. C'est-à-dire, travaille sur moi, sur mon histoire de vie, la recherche, elle se fait. Et bon, moi qui viens plus justement de Tours, de Desroches, etc., j'essaye de leur dire là-bas, la deuxième personne, c'est pas mal aussi, la troisième personne. Enfin, la première personne ne se construit pas sans les deuxièmes et les troisièmes. Et puis, quand je suis en France, je fais un peu l'inverse, parce qu'on a souvent tendance à faire des recherches qu'en troisième personne. On interviewe des gens, puis on analyse sagement ce qu'ils ont dit. Mais nous, la réintroduction du sujet connaissant dans la connaissance, comme disait Morin, on est plus prudent en France. Donc là, en France, je prône pour la recherche-action en première personne. Donc là, c'est ça que je voulais vous dire. Il me semble que l'apport de Desroches là-dessus, c'est d'être vraiment transdisciplinaire. C'est que oui, c'est la réflexivité de l'acteur qui pilote, mais elle est en dialogue avec le groupe dans la coopérative de production de savoir, donc avec, on peut dire en deuxième personne, avec des tu, et qui aide déjà à prendre conscience de plein de présupposés, à plein de choses. Et puis en troisième personne, c'est-à-dire, alors là, troisième personne qui peut être représentée par le directeur de recherche, c'est-à-dire troisième personne, c'est les îles. Moi, je les mets dans la culture. Hein. Par exemple, les savoirs théoriques, les savoirs des sciences humaines, les savoirs de la philosophie, les savoirs des arts. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure aussi. Quelqu'un a dit parler de pratique réflexive et recherche. La dame qui était là, je ne sais plus son nom. Roselyne. Et c'est vrai, et Philippe Pernoud, il parlait de ça aussi. Hein. Quand est-ce qu'on est praticien réflexif? Quand est-ce qu'on devient praticien-chercheur? Moi, je trouve que la démarcation de Pernoud n'est pas bête. C'est à partir du moment où on adosse la réflexion à, lui, il dit ça, adossé, hein, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais aux sciences humaines ou aux sciences. C'est-à-dire à partir du moment où on s'autorise à entrer dans le débat. Et donc à aller un peu plus du côté de la troisième personne. Hein, voilà. Peut-être je m'arrête là. Bon, merci Pascal. Voilà, donc nous avons un petit moment pour débattre, échanger, voilà, rebondir sur les propos de Pascal, sur son expérience, voilà, qui est tout à fait importante en termes de recherche-action vécue et pratiquée. Bonjour, Claudie. Coordinatrice en art appliqué pour les cours municipaux d'adultes. Vous avez dit à un moment, vous avez souligné l'importance de la symbolisation. Donc je voulais savoir à quel moment, si c'est le processus ou s'il y a un moment particulier dans les ateliers justement où émerge justement cette symbolisation. Là, je réponds vraiment personnellement. Oui, c'est une dimension. J'avais très tôt je pense dès le premier bouquin, j'avais cette idée qu'il y avait une dimension théorique, une dimension pratique et une dimension symbolique, poétique, dit Morin. Et il n'y a pas oui, j'ai pas un ordre précis. Ça dépend beaucoup des contextes, des milieux, des préoccupations des personnes et des groupes. Mais je pense que je fais toujours ça. Il y a toujours un temps où on est plus sur la dimension poétique. Parce que ça, c'est vraiment une question de transdisciplinarité. C'est-à-dire, quand on se met à rêver, hein, rêver notre auto-formation, quel que soit le sujet qu'on travaille, là, si par exemple, une des questions qu'on a aujourd'hui, le développement social, là, si chacun en faisait un blason qu'est-ce que c'est notre imagination, on rentrerait dans l'exploration collective de quelles sont les images symboliques qui inspirent notre pratique de développement social, vous voyez, dans la salle. Ben, il faudrait qu'on rentre dans un état de rêverie. Et ce n'est pas la même chose que de faire un débat sur les concepts de développement social. Les deux sont importants. Et donc, j'ai vraiment besoin de temps quand je travaille, de temps dédié. Hein, parce qu'il faut entrer, par exemple,
dans une rêverie, il faut y entrer, il faut des supports adaptés, il faut un certain ton. Et puis, il y a des moments où on va travailler plus cognitivement sur quelles sont les définitions qui existent, quelles sont les nôtres. Et puis, le troisième, peut-être qui est là, vraiment pour moi de plus en plus l'articulation de ces deux-là, et qui est souvent le plus oublié. Et vraiment, là, je remercie Vermersch d'avoir consacré sa vie à nous donner un outil pertinent, c'est l'agir. Comment est-ce qu'on peut partager, en groupe, la phénoménologie de l'action? Comment est-ce que... la question... Peut-être certains ne connaissent pas Vermersch et l'entretien d'explicitation. Donc, en 2 mots, c'est passer de la question, OK, oui, alors on pourrait, voilà, pour dire les choses, on pourrait faire un blason ou un mandala ou un collage, ce que vous voulez, ou un poème, un haïku. Enfin, moi, j'utilise plein de démarches, ou du théâtre, on peut faire plein de choses. Sur l'imaginaire du développement social, je reviens à moi, on pourrait avoir un temps sur les définitions, mais est-ce qu'on pourrait chacun... la question, je pense que, dis-moi Nadine si je me trompe, mais Vermersch poserait la question, peux-tu me raconter un moment où tu en as fait du développement social? Un jour, qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? Comment ça... Au Québec, ils disent qu'est-ce que ça mange en hiver du développement social? Comment tu as fait ça? Et ça, c'est encore un autre... on va utiliser d'autres processus de pensée, d'autres modes de questionnement, etc. Donc vraiment, j'ai ce souci, en tout cas quand j'interviens, puis il y en a plus que... Je pense qu'il y a plus de dimensions que ça dans l'être humain. Mais juste avec ces 3-là, moi, j'ai beaucoup de travail. Attendez, on va vous passer un micro, s'il vous plaît. Moi, je suis Corinne Unzen, donc je suis formatrice, mais j'ai longuement travaillé sur des quartiers populaires, justement, dans des dynamiques d'intervention sociale et au cœur donc, de l'éducation populaire. Moi, j'étais contente que vous entriez dans votre propos de démarrage de l'éducation populaire qui avait été juste effleuré tout à l'heure. Ce qui m'intéresse là dans ce que vous venez de dire là tout à fait dernièrement, c'est que quand on propose ou qu'on demande à l'autre de parler de son expérience, de sa place à lui, c'est que ça va lui demander une implication. Et je trouve que c'est extrêmement nécessaire et important, peut-être encore plus aujourd'hui, lorsqu'on travaille en formation, que les personnes puissent effectivement, bon, je dis s'impliquer, peut-être on peut trouver un autre mot, mais en tout cas qu'ils y soient, quoi. Et qu'ils ne le regardent pas de l'extérieur. Voilà, c'est tout. Oui, là, j'avais pris plein de notes, mais sur cette question, parce qu'il y avait c'était une des sous-questions là, sur l'implication. Enfin, moi, j'ai beaucoup fait aussi d'interventions dans des organisations, enfin, en intra. Et bon, il y a aussi plein de questions. À quelles conditions sur les capacités des consultants ou enfin, appelez-les comme vous voulez, des formateurs ou des animateurs d'ateliers réflexifs, etc., à clarifier les enjeux avec le client payeur, ce qui est souvent l'organisme, et puis, enfin, les enjeux et qu'est-ce que ça va représenter en termes de... que les gens s'impliquent, oui, mais... alors, il faudrait séparer le monde non marchand, enfin, je veux dire, s'impliquer dans une association d'éducation populaire, c'est une chose, s'impliquer dans une entreprise où il y a des profits, bon, c'est encore autre chose. Là, je renvoie au travail de Max Pages, l'emprise de l'organisation, qui a été republié, un excellent livre, parce que je pense qu'on n'est pas sorti. Enfin bon, il y a beaucoup de choses là-dessus. Les conditions pour que les personnes soient assez protégées pour pouvoir, par rapport au groupe, par rapport à l'organisation. Ouais. Mais c'est fascinant, ça. Ouais. Excusez-moi. Merci. Une autre question. Jacques de Nantes. Moi, je suis retraité. Je travaille dans une association qui s'occupe d'histoire de la formation des adultes. Ma question, c'est, est-ce que vous pouvez préciser, vous avez employé plusieurs fois le mot kéros. Et qu'est-ce que vous mettez, précisez bien ce que vous mettez derrière ce mot. Bon, alors
Bon, c'est un mot grec, donc il y a, ce que j'en dis, ça vient en gros d'Étienne Evernant et puis de mon collègue Noël de Noyel à l'université de Tours. Donc là, j'ai mis un moment d'inspiration, un concentré de sens. Alors, il y a un bouquin qu'on a écrit collectivement qui s'appelle « Moment de formation et mise en sens de soi ». Vous allez trouver dans le PowerPoint, je ne sais pas s'il va être donné, il y a toutes les références. Je ne sais pas trop par quel... Alors, le premier niveau, le mot kairos, hein, c'est un mot grec, donc qui veut dire l'instant décisif. Le kairos, c'est le moment où le chasseur lâche sa flèche. Hein. Il faut que, pour tuer un cerf, il faut que c'est pas une seconde avant, c'est pas une seconde après. C'est le kairos, c'est d'Étienne Evernant, ils disent des exemples comme ça. C'est le chirurgien qui fait le bon geste au bon moment. Il vous sauve la vie, c'était là. Et le kairos, il est représenté. Donc il y a 3 dieux grecs sur le temps. Chronos, celui qu'on connaît tous, hein, celui qui avale ses enfants, qui nous dévore. Chronologique, la montre. Aion, qui est l'éternité. Et Kairos. Kairos, c'est l'instant, mais il est représenté comme par un jeune sprinter, un coureur sprinter, et il est chauve. Il est chauve, il a juste un petit toupet de cheveux sur le devant. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'attraper, il faut que quand il passe tellement vite qu'il faut que votre geste soit parti en même synchroniquement. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Donc c'est relié à un autre concept grec qui est la métis, donc qui nous intéresse beaucoup en recherche-action. Parce que métis, c'est l'intelligence rusée, c'est l'intelligence pratique, c'est la formation expérientielle. Qu'est-ce qui fait qu'un homme ou une femme de métier il est capable de faire le bon geste au bon moment? Parce que les Grecs, ils disaient, il n'y a que le praticien de métier qui est capable d'attraper le kairos. Hein? Donc il y a un lien entre kairos. Alors après, il y a toute la réflexion de Jankélévitch, etc. Enfin, après, il y a deux grandes réflexions. Il y a eu une réflexion qui était de penser qu'il y avait une pensée, on peut dire religieuse, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait des moments définis par les astres hein, qui seraient propices. Ça, il y a eu un axe comme ça, mais il y a un autre axe qui est plus celui dans lequel je m'inscris, qui était déjà présent chez les Grecs et qui est repris par Jankélévitch, qui est que chaque instant peut être un kairos. C'est-à-dire que le problème, nos vies peuvent être créatives à chaque instant. C'est une question de notre présence à l'instant et de notre capacité à nous ouvrir. Alors, je ne sais pas si je réponds à... Alors, après, il y a des grands kairos. Je vais encore en dire 2-3 choses. Il y a des grands kairos. Par exemple, le collègue de Paris 8, Francis Le Sourd, a travaillé sur les instants pivots dans l'histoire de vie. Les instants pivots, c'est-à-dire les moments où vous avez décidé de passer de la France au Québec, ou je sais pas, de vous marier ou de divorcer, ou j'en sais rien. Il y a des moments dans la vie se prend une décision. Voilà. Donc c'est les grands kairos au niveau de la vie. Là. Bon, ceux-là, on les identifie souvent dans la bioscopie, on les voit. Mais il y en a au quotidien. Moi, dans mes formations avec les jeunes là, psychosociologues, ils font leur premier stage de 3 mois de pratique. Je leur demande de tenir un journal de kairos, c'est-à-dire tous les soirs de noter quel était mon meilleur geste, mon meilleur moment de la journée. Ça peut être juste d'avoir fait un sourire, c'est pas forcément un truc qui a changé la planète, mais ou d'avoir offert un café, ou un geste intérieur, d'avoir arrêté de s'angoisser au moment d'animer une réunion ou de prendre la parole devant vous. Je ne sais pas. Vous voyez, c'est quoi donc les kairos, il y en a, je ne sais pas si je réponds trop complètement ou pas à votre question, mais je suis fasciné par ça. C'est-à-dire que et je trouve, en tout cas, méthodologiquement, d'y aller directement dès qu'on est à peu près d'accord sur un thème de recherche, soit parce qu'on est en groupe, recherche collective, soit la personne qui fait sa propre recherche dans un DUEPS, de tout de suite dire, bon, est-ce que tu peux faire l'inventaire des moments? Par exemple, là, j'ai un jeune qui a travaillé il voulait travailler sur la paternité. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, à 30 ans au Québec, de devenir père? Et donc, il a fait ses propres... C'était quoi ces kairos à lui? Alors, dans l'enfance, de voir son père, enfin, etc. Ou quand est-ce que sa blonde, comme on dit au Québec, a commencé à lui dire, ben là, il faudrait peut-être qu'on y pense.
et comment, enfin, voilà, quels ont été les instants pour lui signifiants de cette affaire. Et après, il a proposé un groupe d'hommes de son âge, et donc ils ont fait un espèce de groupe de recherche-action, juste en se centrant sur ces instants décisifs. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Mais oui, non, je vais en rajouter encore. Moi, j'ai l'intuition que c'est vraiment lié au daimon de Desroches. Pour moi, c'est ces deux notions qui sont liées. Ces instants-là, il y a quelque chose d'autre. Parce que grâce à Vermeersch, la qualité, la précision qu'on arrive à obtenir phénoménologique, ce qui me frappe, c'est que... Donc là, je ne sais pas du théorique, c'est vraiment à partir du terrain. C'est que quand quelqu'un est capable de décrire l'instant où il a fait ce geste pertinent, il n'y a pas un moi qui a peur, qui veut ça, qui veut pas ça. On est vraiment dans une espèce d'attention présente à tout, à l'intérieur, à l'extérieur, et qui est pas indifférente, mais qui n'est pas angoissée par le résultat. Et les gens disent souvent des phrases du genre « Oui, c'est pas moi, ça s'est fait ça s'est fait tout seul. » Il y a quelque chose. Et bon, qui pratique un peu le zen, c'est vraiment ce qu'on fait dans le tir à l'arc. Là, il y a un moment, ça tire tout seul. Enfin, ça, soit, ou je sais pas trop ce que c'est. C'est pour ça que je le relie au daimon. Il y a quelque chose en nous qui sait mieux que nous. C'est ce qui me passionne le plus, je crois, en ce moment. Merci, Pascal. Une autre question ? Oui. Dans un des sujets d'aujourd'hui, il y a professionnalisation et pouvoir d'agir. Ouais. Je me pose la question de professionnalisation et pouvoir d'agir collectif, pouvoir d'agir communautaire, pouvoir d'agir groupal. Et du coup, le lien entre formation, les ateliers que vous menez, et transformation collective, transformation sociale, changement social. Oui, parce que en fait, on traite beaucoup de l'individu, de l'objet, du sujet, du projet, du trajet individuel, personnel, individualiste ou pas. D'ailleurs, on ne le précise pas. Qu'en est-il du collectif et de la possibilité de mobiliser finalement ces outils, ces démarches pour du, entre guillemets, vrai changement social, ce qui n'est pas forcément l'apanage de l'actualité, ni de ces 30 dernières années, enfin en tout cas de ce que j'en pense. Donc je vous renvoie cette question. Et du coup, en termes d'ingénierie pédagogique ou de formation, en lien avec ça, quelle posture de l'animateur en mode coopératif, en horizontalité, c'est-à-dire est-ce que finalement... non, voilà. Non, allez-y. Non, mais il y a beaucoup, j'arrive plus, là. Vous êtes En fait, une seule question, que faites-vous de la transformation quand elle n'est pas qu'une transformation individuelle ou personnelle? Voilà. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors bon, d'abord, moi, je pense qu'il y a un truc politique là-dessus très fort. C'est bon, je viens de finir la coordination du manuel de la maîtrise en études des pratiques. Une des choses, moi, je pense qu'il y a trois pertinences. Je dis pertinence sociale, personnelle, sociale et scientifique. De cette question je reste là sur la conscientisation de l'agir créateur, des kairos, des daimons. C'est-à-dire que je vais commencer par scientifique, ce que nous avait dit Piaget. Hein. Le savoir d'action, c'est une connaissance autonome. C'est-à-dire le corps sait faire, il n'y a pas besoin. Donc, mais Schoen, Poliani, enfin beaucoup de gens ont travaillé là-dessus, et Desroches aussi. Il y a le savoir d'action, il sait faire. Et il n'a pas besoin de... C'est ce que disaient les Grecs, la métis. Il n'a pas besoin de se savoir pour savoir faire. Lui, il n'en a pas besoin. Par contre, politiquement, si on veut changer les choses, aujourd'hui, c'est absolument nécessaire de l'expliciter et de le rendre, de lui donner des outils d'argumentation. Alors pourquoi? Déjà, il y a une pertinence sociale, c'est que nous sommes dominés, alors, Québec, France... Alors, au début, j'étais un peu enthousiaste avec l'Amérique du Nord parce que l'Amérique du Nord sont un peu plus pragmatiques. On dit, ils ont tendance à être un peu plus respectueux de l'intelligence pratique. C'est vraiment... oui, culturellement, ça existe, ça.
Mais ils sont confrontés aux mêmes choses qu'ici, c'est-à-dire je vais dire, espèce d'idéologie technologique de la gestion du travail, qui a été bien décrite par Claude ou par Christophe Dejour ici en France, qui crée une souffrance terrible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire et ça c'est général, même les métiers de professeur d'université, hein, on voit, on est soumis à des... Enfin, je vois en Amérique latine aussi, là, avec tous les trucs de qualité. C'est-à-dire il y a une pertinence sociale à libérer et de transformation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin de relégitimer ce savoir d'action. Et pour le relégitimer, il faut le connecter, le conscientiser, l'expliciter et être capable de l'argumenter, personnellement et collectivement. Alors, ça donne des choses assez impressionnantes. Je n'ai pas le temps de répondre à tout, mais par exemple, des mémoires de gens qui ont... je vais en donner un exemple, mais j'en ai une bonne quinzaine, d'une dame qui était assistante aux personnes âgées dans un milieu rural au fin fond de la Gaspésie et qui se préoccupait de la maltraitance aux aînés. Ça, c'était la première promotion qu'on a eue, 2001. Elle a fait son mémoire, elle a pu théoriser ses savoirs expérientiels et les argumenter, les mettre en culture avec des savoirs des sciences humaines, etc. Eh bien, il se trouve, c'est quand même souvent le cas, ça paraît des hasards, mais ça n'en est pas. Les praticiens, ils sont au fait, ils sont souvent en avance sur les politiques et ce qui se passe. Et 5-6 ans après, la province du Québec s'est posé la question, en tout cas, de la prévention de la maltraitance des aînés. Ils ont créé une commission, là, elle s'est trouvée dans la commission provinciale et elle a fait des formations pour l'ensemble des acteurs. Donc, bon, ça c'est un exemple et il y en a plusieurs. Alors, et puis, il y a au niveau collectif, alors plus collectif, là après, on rentre dans des questions, il faut être assez solide comme consultant ou comme animateur, et puis négocier avec des organismes qui sont capables de prendre la contestation ou la prise de pouvoir qui va se faire à partir de cette intelligence pratique. Ça soulèverait beaucoup. Je ne serais pas capable de répondre à tous les enjeux qu'il y a là-dessous. Mais c'est effectivement... Mais moi, je pense qu'il y a vraiment... Donc, il y a une pertinence qui est personnelle. Conscientiser son propre génie, d'accord. Mais je pense qu'il y a une pertinence scientifique et sociale très forte aujourd'hui. Et quand on lit Christophe Dejour et surtout ce qui se passe, la souffrance au travail, en tout cas, de redonner l'autonomie à l'intelligence pratique. Enfin, c'est vite dit, mais... Alors peut-être, si vous voulez bien, de toute façon, on aura des temps d'échange cet après-midi. Il y a des choses qui vont mûrir. Je voudrais qu'on remercie Pascal pour son intervention parce que